C'est l'histoire vraie d'un fils qui se bat depuis des décennies pour faire la lumière sur la mort mystérieuse de son père. Une histoire vraie qui va jusqu'à impliquer le président américain de l'époque, qui adresse même ses excuses en personne à la famille, pour une affaire terrible autour du piège qui se referme sur un scientifique qui en savait trop. C'est à titre personnel l'une des affaires qui m'a le plus touché depuis que j'ai commencé à la suivre il y a plus d'une décennie, et avec le décès récent de ce fils qui s'est battu contre vents et marées pour faire exister la mémoire de son père, eh bien je me suis dit qu'il était temps de vous raconter ce dossier qui paraît compliqué et qui est en vérité tristement simple. Le 28 novembre 1953, Frank Olson, qui est de passage à New York, tombe de la fenêtre du 13e étage de son hôtel. L'autopsie est menée rapidement, l'homme est enterré. 4 jours plus tôt, Frank, dont la vraie profession était secrète pour son fils, exprimait à sa famille ses doutes quant à son travail et son envie prochaine de démissionner. Le fils de Frank, Eric, comprend en grandissant que la mort de son père cache peut-être un lourd et terrible secret. L'homme était en réalité biochimiste et travaillait sur énormément de projets top secrets. Eric Olson a passé des décennies à enquêter pour faire la lumière autour des mystères qui entourent le décès tragique de son père. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo part loin et est difficile à croire, et pourtant, absolument tout est véridique. Bonjour, je suis Sailor et sur cette chaîne on se raconte des histoires extraordinaires qui touchent souvent à nos croyances, et aujourd'hui on explore ce qui est peut-être l'une des affaires les plus controversées de la CIA. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de la vidéo, c'est CyberGhost VPN qui soutient la chaîne depuis plusieurs années et qui surtout permet à cette vidéo d'exister, donc grand merci à eux. Si vous ne le savez pas déjà, un VPN c'est un outil qui vous permet de naviguer sur internet de manière sécurisée, et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez facilement masquer votre adresse IP et chiffrer vos données. L'interface est claire, ça rend CyberGhost VPN très facile à utiliser chez vous ou depuis un Wi-Fi public, dans un café ou encore une gare. D'ailleurs, moi je l'utilise systématiquement quand je pars en tournage ou bien à l'étranger. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi accéder au catalogue de plus de 40 plateformes de streaming, dont Amazon Prime, Apple TV, Netflix ou encore Disney+. Et si vous aimez regarder des films ou des documentaires par exemple, mais que vous avez déjà tout vu, et ben en l'utilisant, vous avez accès à des catalogues et des œuvres pas encore disponibles en France ou bien sortis uniquement à l'étranger, et ce, quel que soit le programme qui vous intéresse, vous trouverez donc probablement votre bonheur. Mais je l'utilise aussi pour trouver des informations et des sources bloquées dans certains pays quand on les consulte, notamment depuis la France. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier, et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, et sur 7 appareils différents, du téléphone à la Smart TV. Vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors profitez-en. En plus, si vous passez par mon lien, la marque voit que vous l'utilisez, ça leur permet de soutenir d'autant plus les vidéos de la chaîne, et moi ça m'aide vraiment à maintenir la chaîne à flot. Je vous en suis donc reconnaissant, et c'est parti pour le sujet du jour. Cette affaire est très controversée et remplie de rumeurs. Pour bien la comprendre, on va s'intéresser aux faits et donc à la chronologie de toute cette affaire. Le vrai sujet ici, c'est le combat d'Eric pour la mémoire de son père, mort dans des circonstances vraiment très étranges. Le 28 novembre 1953, Frank Olson tombe d'une fenêtre. Vient-il de se donner la mort? Est-ce un accident? Ou a-t-il été précipité contre son gré? En tout cas, le lendemain matin, 2 hommes rendent visite à son épouse à leur domicile à Frederick dans le Maryland. Les 2 hommes sont respectivement le médecin de famille et le patron de Frank. Ce dernier annonce à Eric que son père est décédé et que selon leurs informations, il est tombé et il aurait même sauté de la fenêtre de son hôtel. Le contexte est flou, mais une chose est sûre, son père est bien mort. Pourtant, la veille de son décès, il était encore au téléphone avec son épouse Alice. Frank était jovial et il était surtout impatient de retrouver sa famille. Et un détail met la puce à l'oreille de Alice Olson. Une semaine avant sa mort, Frank était vraiment très déprimé. En fait, il revenait tout juste d'une réunion qu'il avait passée à la montagne avec certains de ses collègues de Camp Detrick. Selon lui, la situation était vraiment très étrange et quelque chose de terrible s'y est déroulé. Et il prévoyait même d'ailleurs depuis cette expérience de démissionner. Et puis les jours suivants, Alice apprend que son mari est envoyé à New York par son travail pour, selon eux, voir un psychiatre. Ensuite, elle reçoit le coup de fil de Frank depuis son hôtel, et maintenant, ces 2 hommes sont là, dans son salon, et ils viennent lui annoncer la terrible nouvelle. Eric a 9 ans lorsqu'il apprend le décès de son père, et ça conditionne le reste de sa vie.
À ce moment-là, il sait simplement que son père travaillait pour le gouvernement en tant que scientifique, sauf qu'en grandissant, il devient obsédé par la mort de son père, le mystère autour et les nombreux secrets qui mènent au drame du 28 novembre 1953. Dès le début de son enquête, Eric apprend le véritable métier de son père. Frank Olson est un docteur en biochimie. Il fait partie d'une équipe de chercheurs gouvernementaux qui, en collaboration avec la CIA, mènent des expériences top secrètes à Camp Detrick, une base de l'armée américaine à Frederick. Ce travail est tellement sensible et choquant que très peu de personnes sont au courant de son existence. Et cela se comprend, nous sommes alors dans un contexte de guerre froide et Frank Olson travaille sur des projets liés à des armes et technologies d'un tout nouveau genre. En 1943, quand Frank Olson commence à travailler à Camp Detrick, le gouvernement américain mène des expériences secrètes pour spécifiquement rechercher des armes chimiques et biologiques après avoir découvert que le Japon a son propre programme autour de ses recherches. En fait, en quelques mots, après la Seconde Guerre mondiale, la CIA affine ses programmes et finance des recherches pour produire notamment des poisons et des germes qui seraient utiles pour interroger ou bien assassiner des gens. Olson se spécialise dans le développement de bactéries pour des systèmes de dispersion par aérosol. Ses collègues, eux, travaillent sur du papier empoisonné ou encore des stylos plumes et du rouge à lèvres toxique. Alors on se croirait vraiment dans un film ou bien un roman d'espionnage, sauf que c'est le réel qui nourrit la fiction et pas l'inverse. Et vraiment, vous êtes loin d'avoir entendu le plus incroyable et le pire. Donc Frank Olson évolue dans ce contexte depuis plusieurs années sur des projets très secrets avec, on l'imagine, énormément de tensions dans le cadre de son travail. Et à force de travailler sur 1001 moyens de donner la mort, à la fin de l'année 1950, Frank Olson commence à parler de son travail à sa femme et à quelques collègues. Il se pose des questions, il a des doutes et en fait sa morale le travaille. C'est assez compréhensible. Les expériences qu'il développe commencent à servir à des tests grandeur nature sur ses compatriotes. Et l'une des expériences d'un des projets sur lequel il travaille, nommé MK Naomi, qui est dédié à la guerre biologique et chimique, consiste tout simplement à contaminer des civils. Cela paraît impensable, et pourtant, en septembre 1950, le département de la Défense diffuse une bactérie dans le cadre d'une expérimentation dans la baie de San Francisco. En fait, ils veulent étudier la propagation des agents pathogènes dans une zone très peuplée. Donc le gouvernement libère une bactérie, la bactérie Serratia marcescens, qui est libérée par un navire de la marine à 3 km des côtes. Et la bactérie, elle a été choisie pour sa teinte rouge qui permet de facilement la repérer, et aussi normalement pour son caractère inoffensif. Les 800 000 habitants de San Francisco et des alentours sont donc exposés à cette bactérie. L'expérience se voulait inoffensive, sauf qu'une semaine après, 11 personnes sont admises à l'hôpital universitaire de Stanford. Ils présentent des infections des voies urinaires. Edward G. Nevin, un immigrant irlandais qui est en convalescence après s'être fait opérer de la prostate, décède le 1er novembre 1950 à cause d'une infection généralisée. Cette bactérie, qui se voulait inoffensive, mène donc à la mort d'une personne. D'ailleurs, ce genre de test secret sur les populations dure jusqu'en 1969, et c'est le président Nixon qui les arrête. Quant aux coupables dans cette expérience, il n'y en a pas. Ces expériences n'étant devenues publiques qu'en 1976, et personne ne sera inquiété par la suite. Je sais, ça peut paraître révoltant, mais je ne vous donne que les informations factuelles, sourcées, rien n'est inventé. Et si je vous raconte ça, c'est justement pour qu'on comprenne bien le secret avec lequel doit vivre Frank. Il n'a pas signé pour ça. Alors, c'est un scientifique, oui, et il travaille sur des projets quand même assez précis, mais bon, vous savez comment ça fonctionne, ce genre de choses. On vous donne une tâche, on vous dit de faire quelque chose dont vous avez le secret, on ne vous dit parfois pas ni comment, ni pourquoi est-ce que ça va être utilisé. Et en parallèle de la branche des recherches biochimiques de Frank, la CIA mène 149 expériences de contrôle mental qui utilisent notamment l'hypnose, des électrochocs ou encore des drogues sur des sujets parfois vulnérables et souvent sans leur consentement. Vous connaissez sûrement MKUltra, qui est le programme le plus connu et qui est entré dans la pop culture, qui en gros était un programme qui visait à développer des techniques de contrôle mental justement, dans un contexte où la CIA essayait de fabriquer l'espion parfait, et les prémices de tout ça remontent aux années 40. Et c'est sur un programme de ce type, justement, le projet Artichoke, un sous-projet de MKUltra, que Frank Olson va être mêlé, malgré lui, à toutes ses recherches. À ce moment-là, il travaille toujours sur des projets top secrets à Camp Detrick. Et puis, en novembre 1953, le mois de son décès, il participe à une réunion au Deep Creek Lodge. C'est un coin isolé dans les montagnes du Maryland.
Il se trouve là-bas avec plusieurs de ses collègues de Camp Detrick. Et oui, c'est pendant cette réunion que tout va déraper, et c'est de cette réunion dont il parlait à sa femme Alice. Cette réunion est censée être une simple session de débriefing et de planification des recherches, bref, une réunion de travail assez ennuyeuse que ses supérieurs ont décidé de faire dans un contexte un peu plus agréable pour mieux faire passer la pilule, se dit-il. Malheureusement, pendant cette réunion, sans en être informé, Frank Olson et ses collègues sont drogués au LSD. La CIA pense alors à ce moment-là que cette drogue pourrait être un outil de contrôle mental et les hauts responsables décident de tester ça sur leurs propres agents à leur insu pour observer les effets de cette drogue sur le comportement humain. Sidney Gottlieb, chimiste et directeur du projet MKUltra, est présent et supervise l'expérience. Gottlieb verse secrètement du LSD dans les boissons de Frank et de ses collègues. Les agents boivent ce qu'ils pensent être un simple verre alcoolisé et au bout de quelques temps, la situation dégénère. Tous les participants vivent plutôt bien l'expérience et leur trip, tous sauf un. Pour Frank Olson, c'est profondément traumatisant. Alors le LSD, c'est une drogue hallucinogène très puissante qui provoque chez lui des effets vraiment intenses. Il devient rapidement agité, les effets durent des heures pendant lesquelles Frank, drogué, est traversé par tout un tas de pensées qu'il enfouit normalement au quotidien. Ses états d'âme, ses doutes, les secrets qu'il doit cacher, son envie de démissionner, tout tourne en boucle dans sa tête. Et il ne sait pas qu'il a été drogué, alors en parallèle de ses pensées, il est paranoïaque. Chaque mouvement de ses collègues, chaque regard est surinterprété, mal interprété même parce que la drogue le convainc de ressentis extérieurs qui sont en réalité ses propres sentiments amplifiés par la drogue. En l'occurrence, la peur et un profond mal-être. Ce qui devait être une simple réunion entre collègues se transforme en cauchemar absolu. Cauchemar pendant lequel Frank se dit que tous les gens autour de lui sont en fait en train de conspirer et prévoient de l'éliminer. Après la réunion au Deep Creek Lodge, les participants, y compris Frank Olson, sont informés qu'ils ont été drogués au LSD et cette révélation choque particulièrement Olson. C'est cette semaine-là où, en rentrant chez lui, il parle donc à sa femme Alice, mais également à ses collègues. Il exprime publiquement des doutes sur son travail et craint pour sa sécurité. En fait, il n'est plus du tout à l'aise avec les projets sur lesquels il travaille et après ce qu'il vient de vivre, il se dit que son agence n'a absolument aucune limite. Selon la version officielle de l'affaire, il commence à avoir peur que la CIA l'élimine pour éviter qu'il ne dévoile des informations sensibles. Inquiet de son état mental instable, ses supérieurs décident de l'envoyer à New York pour, selon la version officielle, consulter un psychiatre affilié à la CIA. Robert Lashbrook, un agent de la CIA et assistant de Gottlieb, accompagne Frank lors de ce voyage, officiellement pour le surveiller et assurer sa sécurité. Frank Olson est admis à l'hôtel Stettler, qui est aujourd'hui l'hôtel Pennsylvania. Il y partage une chambre avec Lashbrook. Les jours passent, mais l'état de Frank ne s'améliore pas. Au contraire, il devient de plus en plus convaincu que la CIA veut vraiment l'éliminer. Il dit par exemple à Lashbrook et aux médecins qu'il consulte qu'il est surveillé et que le café qu'on lui sert est contaminé avec des produits qu'ils ont versés pour le rendre docile, le tout afin qu'il ne fasse pas de vagues. Et puis, dans la nuit du 28 novembre 1953, Frank Olson tombe ou est poussé par la fenêtre de la chambre d'hôtel située au 13e étage. Les circonstances exactes de sa chute sont floues et très controversées. La version officielle parle de suicide. Frank Olson aurait perdu la raison, serait devenu paranoïaque au point de se donner la mort. Ces détails, pendant très longtemps, Eric les ignore. Les décennies passent et Eric devient psychologue clinicien, sauf qu'il ne se passe pas une seule journée sans qu'il pense à ce qui est vraiment arrivé à son père. Pendant 20 ans, les seules informations qu'il a sont que son père travaillait pour le gouvernement et qu'un peu avant sa mort, il exprimait des doutes sur son métier et souhaitait démissionner avant de mourir brutalement en se défenestrant. Et puis, en 1975, les doutes d'Eric se confirment. Des événements anormaux entourent bien la mort de son père, Frank Olson. On le sait parce que les secrets de la CIA éclatent au grand jour dans la société américaine. En fait, la commission Rockefeller est créée en 1975 dans un contexte de méfiance croissante envers le gouvernement américain. Il y a eu des précédents, notamment des histoires d'abus de pouvoir de la CIA et d'autres agences. Les plus connus sont les Pentagon Papers et le scandale du Watergate. De ce contexte naît donc la commission Rockefeller et lors de l'enquête, une secrétaire de la CIA révèle par inadvertance l'existence d'un dossier sur lequel est marqué Frank Olson. Cette information sensationnelle fait le tour des médias.
Le 11 juin 1975, le Washington Post publie plusieurs articles sur les résultats de l'enquête de la commission Rockefeller autour des projets secrets de la CIA. L'un d'entre eux fait donc particulièrement scandale et décrit comment un employé civil de l'armée s'est jeté par la fenêtre d'un hôtel de New York après avoir été drogué au LSD lors d'une réunion de la CIA. L'homme décédé mentionné par l'article n'est pas identifié, sauf qu'Eric Olson, quand il lit l'article, est évidemment bouleversé. Il comprend que l'article parle de son père et que la CIA est donc bel et bien impliquée dans toute cette histoire. Après 20 ans à être resté dans le flou, Eric décide d'agir. Avec le reste de sa famille, il organise une conférence de presse dans laquelle il demande toutes les informations existantes autour de son père et il exprime son intention de vouloir poursuivre la CIA en justice. Alors on peut se dire que c'est peine perdue, c'est un peu le combat de David contre Goliath, sauf que l'affaire fait vraiment scandale à l'époque et elle éclabousse le gouvernement, au point où le président américain de l'époque, Gerald Ford, invite les Olson à la Maison Blanche. Et là, il se passe quelque chose de vraiment très étrange. Là, vous avez par exemple la photo des Olson avec le président. Et le président leur présente ses excuses au nom du gouvernement fédéral et il met en place une compensation financière de 750 000 $ pour la famille. La décision est approuvée par le Congrès et le directeur de la CIA, William Colby, présente lui aussi ses excuses. Colby remet d'ailleurs à Eric une grande pile de documents, le fameux dossier complet de Frank Olson, qui expliquerait tout selon Colby. C'est quand même bizarre que les autorités fassent toute amende honorable pour un cas qui est officiellement un triste fait divers autour d'un homme qui s'est certes donné la mort dans un contexte particulier, mais la CIA / le gouvernement ne sont normalement pas responsables directs du fait que Frank est sauté. Oui, ils l'ont drogué à son insu une semaine plus tôt, et c'est quelque chose de très grave, mais ce n'est pas directement ce qui a motivé son décès, en tout cas officiellement. Enfin bon, les Olson écoutent les excuses de tout le monde, et en fait, cette affaire n'a tout simplement que trop duré pour la famille. La mort de Frank a bouleversé la famille d'Eric, ses frères et sœurs et sa mère Alice qui est tombée entre-temps dans l'alcoolisme. Alors la famille Olson accueille les excuses officielles et la compensation comme une clôture de l'affaire. Ils acceptent en faisant ça d'abandonner toute poursuite. Et le problème, c'est qu'après avoir accepté cet accord, Eric, qui a encore des doutes, décide de regarder le dossier de plus près. Parce qu'il trouve ça quand même assez étrange, les excuses, l'argent, il se dit que ça doit peut-être cacher quelque chose. Et effectivement, en examinant attentivement le dossier, il y a bien anguille sous roche. Alors, il raconte quoi, ce fameux dossier? On y a accès, vous l'avez sous les yeux, il fait 165 pages. Les documents racontent la version qu'on a passée en revue tout à l'heure. Frank Olson et 8 autres scientifiques se réunissent à Deep Creek Lodge, ça part en gros trip au LSD à leur insu, et Frank devient troublé et agité, presque psychotique selon un collègue. Son état ne s'améliore pas, alors quelques jours plus tard, son patron et Robert Lashbrook, l'adjoint de Gottlieb, l'emmènent à New York où il est placé sous la garde d'un allergologue, et c'est pas un psychiatre comme le veut la version officielle. Allergologue qui travaille d'ailleurs pour la CIA et qui entretient des liens étroits avec l'agence. Dans le dossier, on retrouve écrit noir sur blanc que Olson lui dit que la CIA veut l'avoir et que l'agence mélangeait son café avec d'autres médicaments ou drogues pour essayer de le calmer. On arrive donc au séjour fatidique. Et les deux hommes partagent une petite chambre, la 1018A, avec 2 lits. Et quand on y regarde de plus près, le dossier de la CIA donne vraiment l'impression que Frank Olson est instable. Le dossier appuie son comportement devenu de plus en plus troublant après la fameuse réunion à Deep Creek Lodge, et le dossier précise également que la nuit de leur arrivée, Olson devient délirant et erre dans les rues de la ville. Le dossier de la CIA montre donc que même une fois arrivé à l'hôtel, Olson est encore persuadé qu'on cherche à l'assassiner, et il va donc avoir un comportement irrationnel. 2 nuits plus tard, selon Lashbrook est en train de dormir et il est réveillé d'un seul coup par un bris de verre et le battement du store de la fenêtre. Lorsqu'il va voir, Olson gît sur le trottoir en bas, face vers le haut. On comprend selon son témoignage qu'il vient de se défenestrer. Alors dans ce genre de situation, ce serait quoi votre premier réflexe? J'imagine, comme tout le monde, appeler la police, les pompiers ou bien une ambulance. Eh bien, Lashbrook décide plutôt d'appeler son patron, Sidney Gottlieb, et se rend ensuite dans la salle de bain où la police le trouve. Donc imaginez vraiment la situation, vous êtes en train de surveiller quelqu'un qui normalement va pas très bien, vous vous réveillez en pleine nuit, vous vous rendez compte qu'il vient juste de se défenestrer, peut-être qu'il est encore en vie, qu'il a besoin de soins immédiats, le premier réflexe c'est quoi? C'est pas
de prévenir les secours, c'est d'immédiatement appeler votre supérieur à la CIA. Qu'il le prévienne, je veux bien, que ce soit le deuxième ou troisième appel, d'accord, mais c'est son premier réflexe. On pourrait se dire, bah oui, mais en même temps c'est normal, c'était un peu secret, c'était un peu délicat, la situation est tendue, ils veulent couvrir leurs arrières. D'accord, sauf que, pourquoi est-ce que Lashbrook a appelé Gottlieb? Pour lui dire quoi, concrètement? Alors le dossier ne le précise pas, mais Harmon Pastor, directeur de nuit de l'hôtel à ce moment-là, qui a suivi les révélations publiques sur l'affaire, écrit dans une lettre à la famille Olson que la CIA ment tout simplement à cause de ce fameux coup de téléphone qui suit la mort de Frank. Il explique que quelques instants après qu'Olson ait chuté, l'opératrice de l'hôtel connecte un appel via le standard téléphonique, donc en gros elle met en relation un coup de fil qui provient d'un homme dans la chambre 1018A à son interlocuteur. Alors cet homme dans la chambre, c'est donc Lashbrook, et l'opératrice l'entend dire « Eh bien, il est parti ». Il dit en anglais « Well, he's gone ». He's gone, hein, c'est donc un euphémisme pour déclarer sa mort. Et l'homme, à l'autre bout du fil, qui est donc Sidney Gottlieb, répond tout simplement « C'est dommage ». Et il raccroche. Pas d'autres mots, pas d'émotion même, c'est froid, clinique. Alors évidemment, c'est un témoignage rapporté, on n'a pas l'enregistrement audio de ce qui s'est dit, et officiellement, ces mots n'ont jamais été prononcés, on sait juste qu'ils se sont appelés, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit exactement. On peut quand même raisonnablement imaginer que c'était pour annoncer la mort de Frank Olson. Pour Eric, de toute façon, ce dossier n'est qu'une version. Selon lui, la CIA ne dit pas tout. Il en est sûr parce qu'il se rend à New York et passe une nuit dans la fameuse chambre 1018A de l'hôtel. Et là, plusieurs faits lui apparaissent comme incohérents. Si son père était vraiment instable, pourquoi est-ce que Lashbrook l'aurait emmené dans une chambre au 13e étage? Et puis, la façon dont la fenêtre est positionnée, il remarque qu'elle est bloquée par un radiateur, rend vraiment peu probable que son père ait pu se jeter à travers comme le prétendait la CIA. Selon la version de la CIA, Frank Olson aurait pris son élan et aurait couru pour passer à travers la fenêtre. Olson aurait donc dû plonger par la fenêtre après avoir pris de l'élan, sauf que la chambre, note Eric, est tout simplement trop petite pour ça. Alors les doutes s'accumulent, mais sans preuve, on en a encore à spéculer. Son enquête continue pendant des décennies, et ses nombreuses procédures lui coûtent beaucoup d'argent. Eric est très en colère, et honnêtement il a de bonnes raisons de l'être. La CIA a drogué son père sans son consentement. En 1975, après que la publication du rapport de la commission Rockefeller ait vu le jour, la famille Olson a donc été induite en erreur par des hauts fonctionnaires du gouvernement et de la CIA qui ont caché des détails pour les inciter à accepter un règlement financier et abandonner absolument toute poursuite. La famille Olson a donc accepté un accord basé, selon lui, sur des fausses déclarations, selon lesquelles toutes les informations pertinentes avaient été divulguées, alors que, manifestement, il reste des mystères et des éléments étranges à démêler. Pour Eric, l'hypothèse que son père ait pu être assassiné par la CIA, poussé par la fenêtre parce qu'il en savait trop et était sur le point de parler publiquement, commence à faire son chemin et ne paraît plus si improbable. En 1984, il rencontre Sidney Gottlieb, tranquillement à la retraite. Il décide d'aller lui parler directement parce que Gottlieb, en quittant la CIA en 1973, a pris soin de détruire la plupart des dossiers sur MKUltra. Ce qui veut dire que les exactions déjà invraisemblables de la CIA qu'on connaît liées à ce projet ne sont qu'une infime partie de ce qu'il s'est passé, et on n'en saura tout simplement jamais plus. Il s'est débarrassé de preuves potentiellement incriminantes. Donc ils se rencontrent, et Gottlieb nie catégoriquement que Frank Olson ait été poussé par la fenêtre ou qu'il ait été tué. Pour lui, c'est un suicide. Et c'est tout. Eric est en colère, sauf qu'il n'apprend rien de plus. Gottlieb maintient la version officielle des faits. Et de toute façon, la seule personne présente avec Olson au moment de sa mort, et de source sûre, c'est Lashbrook. Pour autant, ça n'en fait pas un suspect si on creuse l'hypothèse du meurtre. Eric se dit que Lashbrook aurait pu être tenu à l'écart dans l'hypothèse d'un assassinat, parce que, puisqu'il surveillait Olson, ça aurait été un suspect évident, et il n'avait de toute façon pas forcément l'étoffe d'un tueur. L'hypothèse est que Lashbrook aurait pu être ordonné de sortir de la pièce principale, par exemple de se rendre dans la salle de bain pendant que le ou les tueurs se chargeaient de Olson. C'est d'ailleurs dans la salle de bain de la chambre que les policiers trouvent Lashbrook après qu'Olson soit mort. Bon, là c'est une hypothèse, mais ce qu'on sait, encore une fois de source sûre, c'est que Lashbrook a également donné des versions contradictoires de ce qu'il a vu dans la chambre d'hôtel. Dans sa déclaration à la police, il dit avoir entendu un bruit de bris de verre et avoir été réveillé par le store de fenêtre qui battait après qu'Olson soit passé par la fenêtre. Sauf que ce même matin de la mort de Frank Olson, il a donné une autre version à un psychiatre, le docteur Robert Gibson. Gibson déclare que Lashbrook a dit s'être réveillé
réveillé au milieu de la nuit et avoir vu Olson debout au milieu de la pièce, hors du lit. Il explique qu'il essayait de comprendre ce qui était en train de se passer lorsqu'il a vu Olson courir d'un seul coup vers la fenêtre et se jeter à travers. Donc dans une version, il se réveille après le drame, c'est trop tard, Olson est passé par la fenêtre et c'est le bruit de verre qui réveille vraiment Lashbrook. Dans une autre, il assiste tout simplement en direct et il est témoin direct du suicide de Olson. Il faut savoir que les dernières années, autour de cette affaire, le comportement de Lashbrook a été plutôt étrange. Donc Eric se rend chez Lashbrook pour obtenir des réponses. C'est une femme qui ouvre la porte du domicile et qui referme immédiatement la porte au nez d'Eric lorsqu'elle apprend la raison de sa venue. Il tente de contacter Lashbrook directement mais n'obtient aucune réponse, alors Eric décide de passer par son avocat, qu'il ignore à son tour. Et après de nombreuses tentatives, il n'a pas l'occasion de questionner l'homme qui, peut-être, cachait encore quelques secrets. Bon, Eric a beau avoir sa version des faits, il lui faut toujours des preuves concrètes qui montreraient que la version de la CIA ne tient pas. Alors, en 1994, après la mort de leur mère Alice, Eric et Nils Olson décident d'exhumer le corps de leur père, Frank Olson. Ils ne souhaitaient pas le faire du vivant de leur mère pour éviter de causer du tort, notamment par rapport à son deuil, mais là, c'est le moment. Ils souhaitent avoir une nouvelle autopsie en bonne et due forme. Et c'est James Starrs, un criminologue réputé, qui s'occupe d'exhumer le corps et de pratiquer l'autopsie. Et là, énorme retournement de situation. Starrs découvre une grande ecchymose au-dessus de l'œil gauche de Frank. Selon lui, cela suggère qu'il a été frappé avant de tomber par la fenêtre, ce qui contredit la version officielle du suicide. Les conclusions de Starrs poussent l'hypothèse d'un homicide. Starrs ne trouve aucune coupure sur la tête ou bien le cou, ce qui serait attendu si on se base sur la version officielle qui décrit que Olson aurait brisé la fenêtre en sautant. Autrement dit, quelqu'un aurait assommé Frank Olson et aurait jeté son corps par la fenêtre pour faire croire à un suicide. Ok, là quand même, c'est censé être un élément assez curieux, assez factuel, en tout cas suffisamment intéressant pour essayer de faire bouger les choses. Malheureusement, au mois d'août 1994, l'avocat d'Eric Olson, Harry Hughes, explique que ça va être vraiment très compliqué à cause d'un élément, la renonciation signée par la famille Olson en 1976 qui empêche toute poursuite contre le gouvernement, sauf si des preuves de mensonges sur les circonstances de la mort de Frank Olson peuvent être fournies. Eric et son avocat doivent donc prouver que la mort de Frank Olson est un homicide. Bon bah, Eric se dit « on y va, hein, on a un élément troublant après la nouvelle autopsie », et effectivement, ils arrivent quand même à convaincre le procureur de Manhattan de rouvrir l'enquête. Alors les procédures prennent du temps, 2 années passent, et les personnes impliquées sont invitées à comparaître pour répondre aux questions de la justice. Sauf que, vous vous en doutez, rien ne se passe comme prévu. Le 27 avril 1996, William Colby, ancien directeur de la CIA qui avait présenté ses excuses à la famille Olson, part faire un tour en canoë en solitaire, pas très loin de chez lui. Son canoë est retrouvé le lendemain sur un banc de sable dans la rivière Wicomico, à environ 400 mètres de chez lui. Le 6 mai, c'est le corps de Colby qui est retrouvé face contre terre, pas très loin de l'endroit où son canoë avait été découvert. L'autopsie officielle conclut à une mort accidentelle due à des complications médicales et à l'hypothermie. En fait, il souffrait d'un problème médical qui lui provoquait des AVC et des crises cardiaques, et c'est ce qui est arrivé pile à ce moment-là, ce qui l'a fait tomber dans l'eau et se noyer en définitive, selon les enquêteurs. Évidemment, de par ses fonctions et les scandales qui commencent à sortir autour de la CIA à l'époque, la découverte de son corps et les circonstances de sa disparition font vraiment beaucoup spéculer. Sauf qu'aucune preuve n'existe indiquant que ce soit autre chose qu'une mort accidentelle. Colby ne peut donc pas témoigner. Sauf que Sidney Gottlieb meurt à son tour, cette fois de mort naturelle, avant d'avoir pu parler. Et c'est dramatique parce que s'il y a bien une personne qui en savait plus que ce qui a été découvert sur MKUltra et ses projets, c'était lui. Malheureusement, il emporte tous ses secrets dans la tombe, et il ne reste plus que Lashbrook qui était aux premières loges lors du décès de Frank. Eric Olson et son avocat tentent de le faire témoigner, et pour ça ils envoient des assignations judiciaires, sauf que Lashbrook refuse, esquive, et au final il n'est jamais entendu. Alors on pourrait se demander, mais comment ça se fait qu'il n'a pas été forcé de témoigner? Eh bien tout simplement parce que déjà il était protégé, protégé par la CIA, et c'était déjà le cas pendant l'enquête du Congrès américain sur MKUltra dans les années 70, donc autant dire que Eric tout seul qui tente de le faire parler, ça a tout simplement encore moins de chances d'aboutir. Ce qui
se passe est donc extrêmement dramatique pour Eric parce que ses recours légaux sont très limités à cause de cet accord signé en 76, et en plus de ça, plus les années passent, moins il a de chances de rouvrir l'affaire en justice. Mais Eric s'accroche, il s'endette même pour financer les différentes enquêtes autour de tout ça. Dans les années 2000, il continue de tenter de lancer des procès en justice, malheureusement systématiquement rejetés. Le 28 novembre 2012, Eric et son frère Niels Olson déposent une plainte devant le tribunal de district des États-Unis à Washington DC. Ils réclament des dommages et intérêts ainsi que l'accès de documents que la CIA aurait encore en leur possession concernant la mort de leur père. Alors ils savent que, étant donné que toutes les personnes impliquées sont désormais décédées, des dommages et intérêts sont la seule façon de faire porter la responsabilité à quelqu'un et donc de laver la mémoire de leur père. Sauf que, à nouveau, en juillet 2013, la plainte est rejetée à cause de cet accord conclu en 1976 entre la famille et le gouvernement. Cet accord, c'était donc un véritable cadeau empoisonné. Mais détail très intéressant, le juge dans sa décision de rejet écrit quand même « Bien que le tribunal doive limiter son analyse au contenu de la plainte, le lecteur sceptique peut souhaiter savoir que le dossier public soutient bon nombre des allégations de la famille, aussi farfelues qu'elles puissent paraître. » Cela veut donc dire que le juge admet qu'il y a anguille sous roche, ou en tout cas des éléments concrets qui mériteraient au dossier d'être réexaminés, puisque les plaintes de la famille se basent sur des éléments publics et donc factuels et prouvés. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, et l'affaire termine définitivement enterrée par la justice. En 2007, Netflix sort sa série Wormwood, qui est une mini-série documentaire réalisée par Errol Morris sur la mort mystérieuse de Frank Olson, justement. J'avais vu la série à l'époque, je l'avais trouvée assez sympa, elle se penche notamment sur les hypothèses autour de sa mort et elle donne la parole à plusieurs personnes. Il y a notamment le journaliste Seymour Hersh qui affirme que le gouvernement avait un processus pour éliminer les dissidents qui étaient perçus comme menaçants pour le pays à l'époque, et que Frank Olson aurait pu donc être une victime parce qu'il était sur le point de révéler des dossiers sensibles. Il aurait les preuves de tout ça d'ailleurs, sauf que Hersh déclare qu'il ne peut pas publier les détails tout simplement pour protéger sa source. Donc vous voyez qu'on est vraiment loin d'une hypothèse obscure tirée par les cheveux. Eric Olson est décédé le 24 février 2024 à l'âge de 72 ans. Il s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître la mort de son père comme un assassinat et non comme un suicide. Ça lui a littéralement pourri la vie, ça l'a obsédé jusqu'à son dernier souffle. Et là, il y a un détail qui va peut-être vous donner des frissons et qui explique aussi pourquoi Eric était aussi convaincu. C'est un détail qui pourrait bien semer le doute dans votre esprit ou bien vous convaincre. En 1997, Eric tombe sur ce document déclassifié de la CIA qui est littéralement un manuel d'assassinat, dans lequel on peut notamment lire ceci. L'une des manières les plus efficaces de maquiller un assassinat en accident est notamment une chute d'au moins 20 mètres sur une surface dure. Pour faciliter ça, on peut frapper la cible à la tempe, puis la laisser tomber par la fenêtre. L'assassin peut jouer le témoin effrayé, hurler, et le tout fera l'objet d'une enquête sommaire rapidement classée. Pour Eric, c'est littéralement le meurtre de son père qui est décrit dans ce manuel. La situation est exactement la même, et la nouvelle autopsie pratiquée est venue confirmer chaque élément de cet assassinat parfait selon la CIA. Même avec cet élément accompagnant la nouvelle autopsie, aucune poursuite n'a abouti. Aucun procès n'a vu le jour, et avec la mort d'Eric, c'est un combat pour la justice qui s'éteint à jamais. Maintenant que je vous ai raconté l'essentiel des événements, je vais vous donner mon avis. Alors, si on veut être tout à fait honnête, il est impossible de statuer clairement. La CIA, est-ce qu'elle est responsable de la mort de Frank Olson? Eh bien, je dirais qu'elle est à minima contribué, puisque c'est le fait qu'il ait été drogué à son insu qui l'a plongé dans une spirale paranoïaque. C'est vraiment un élément déclencheur, il a vraiment perdu pied après cet incident. Donc même si on ne croit que la version officielle, selon moi, il y a déjà une part de responsabilité. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu des excuses publiques du président, des excuses publiques du directeur de la CIA et un arrangement, une compensation financière pour la mort de Frank Olson s'il ne se sentait pas responsable? Maintenant, à la question, la CIA a-t-elle assassiné Frank Olson? Je ne sais pas, je n'en sais pas plus que vous. Il n'y a pas de preuve irréfutable que la CIA l'ait fait. Cependant, est-ce que c'est une possibilité? Eh bien oui, ce ne serait pas le pire que l'agence ait pu faire. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. On n'en saura jamais plus, et même si cela est un véritable accident malheureux, l'inverse est tout autant possible et à leur portée. Enfin, j'essaye de ne pas essentialiser, le but n'est pas de dire que la CIA ce ne sont que des grands méchants, etc. Parce que sinon c'est pareil, on généraliserait du simple employé tout en bas de l'échelle
au big boss qui connaît les pires secrets. Voilà, c'est pas du tout cette idée-là. Par contre, et c'est ça qui m'a un peu touché, et c'est pour ça que je voulais vous raconter cette histoire, c'est qu'en substance, on a le combat d'une famille contre le système, contre un système qui se protège lui-même, et un combat qui finit véritablement par ronger certaines personnes de cette famille de l'intérieur, notamment Eric Olson. Parce que c'est l'histoire d'un deuil qui n'a pas pu être fait, et qui n'a pas pu être fait tout simplement parce qu'il restait des secrets et des non-dits du côté des institutions qui ont passé un accord pour limiter la casse. Je pense que la famille s'est fait avoir, tout simplement, avec cet accord. C'est pas juste un accord qui avait pour but de cacher forcément quelque chose de plus sombre, mais c'était une manière pour le gouvernement de se couvrir, tout simplement, en faisant en sorte que la famille accepte une compensation financière et abandonne des poursuites. Ils se sont dit, voilà, comme ça, ils sont contents, ils ont une forme de réponse, et nous, de notre côté, on se protège et on évite de potentiels autres scandales qui pourraient être liés à cette affaire. Sauf que si Eric Olson avait eu le dossier de son père entre les mains et avait eu connaissance de tous ces détails, au vu de sa personnalité, il n'aurait jamais accepté un tel accord et il se serait battu d'autant plus pour que justice soit faite et surtout que la lumière soit faite sur tous les détails entourant la mort de son père. Attention aux extrapolations, attention aux hypothèses autour de ce cas, mais je vous l'avais dit aussi en début de vidéo, c'est aussi un cas très simple. La version officielle veut que Frank Olson se soit défenestré, et si on s'en tient à ça, il s'est défenestré parce qu'il s'est rendu compte qu'il était abusé par ses employeurs et qu'il ne faisait tout simplement absolument plus confiance au système dans lequel il évoluait et pour lequel il travaillait. C'est absolument terrible et il en est venu à penser ça parce qu'il a été manipulé par ses supérieurs. Il y a des fautifs, la justice a décidé pour le moment de ne pas en désigner, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout oublier, et le combat d'Eric en est un bel exemple. Il s'est battu pour la mémoire de son père, il s'est battu pour rappeler l'ensemble des faits, et j'espère avec cette vidéo avoir pu vous éclairer un petit peu plus sur cette affaire très controversée. Si vous souhaitez la creuser, toutes les sources sont en description, on pourra en parler pendant des heures de ce cas-là, mais il faut que ça reste du divertissement avant tout. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour bénéficier de l'offre exceptionnelle de CyberGhost VPN via mon lien promotionnel, 2,03 € par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez, tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint, satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et petit rappel, mais si vous passez par mon lien, la marque voit que la sponsor fonctionne, donc elle continue de soutenir la chaîne, et ça aide vraiment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, à très bientôt, au revoir.